Vous faites bien de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. Au Mali, l'armée vient de faire face à 2 attaques meurtrières dans le centre du pays. 12 civils, dont 2 femmes, un enfant et des militaires y ont perdu la vie. Le premier attentat a ciblé un camp de l'armée situé à Sokoura, dans le cercle de Bankas, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, dans la nuit de lundi à mardi. Selon l'armée qui a annoncé un bilan provisoire de 9 morts et des blessés dans ses rangs, le camp a été attaqué par des terroristes infiltrés. À en croire les mêmes sources, un renfort dépêché sur les lieux a ensuite été victime d'une attaque combinant l'explosion d'un engin improvisé et une embuscade au pont de Parou. 12 personnes à bord d'un bus en route pour la foire hebdomadaire de Bankas et qui suivaient le renfort de l'armée ont également péri dans cette deuxième attaque. L'armée a ainsi subi l'une des plus lourdes pertes depuis le putsch qui a renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il intervient quelques jours après la libération de 4 otages, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, la française Sophie Petroning et 2 Italiens contre quelques 200 détenus réclamés par les groupes djihadistes, un échange qui n'a visiblement pas suscité l'accalmie sur le terrain. Les attaques asymétriques contre l'armée ont fait 175 morts en 6 mois au Mali, selon les derniers rapports trimestriels de l'ONU. Le président de transition Bandao, en référence au groupe djihadiste, déclarait en fin de semaine dernière, je cite, « L'ennemi est connu et le vaincre est possible ». Fin de citation. Présidentielle en Côte d'Ivoire à 2 semaines du scrutin fixé au 31 octobre prochain, la commission électorale indépendante rassure et se dit prête techniquement. À partir de ce mercredi 14 octobre et ce jusqu'au 20, 7,5 millions d'Ivoiriens inscrits sur les listes électorales vont pouvoir retirer leur carte d'électeur dans leur bureau de vote. La semaine dernière, le président de l'instance chargée de l'organisation du scrutin présidentiel avait indiqué avoir entamé un déploiement logistique, sécuritaire et humain à travers le pays qui se poursuivra jusqu'au jour du vote et même après. Koulibaly Kébé Ibrahim avait aussi rassuré l'opinion nationale et internationale sur sa volonté d'offrir un scrutin des plus transparents à la Côte d'Ivoire. Mais cet élan d'assurance ne fait pas l'unanimité. De son côté, le front de l'opposition martèle toujours que les conditions ne sont pas réunies pour que l'élection se tienne. L'opposition a même suspendu la participation de ses représentants à la commission centrale et aux commissions locales. Toutefois, ni Pascal Affi-Guesson qui plaide pour une transition de plusieurs mois, ni Henri Konan Bédié n'ont encore prononcé le mot boycott. Dans le pays à l'étranger, l'inquiétude persiste au vu des tensions sociopolitiques qui s'accroissent à l'approche de l'échéance. Au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante a lancé mardi l'audit du fichier électoral des élections couplées, présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Les travaux sont pilotés par une mission d'experts internationaux indépendants déployée par l'Organisation internationale de la francophonie. Objectif: évaluer dans une démarche inclusive et transparente le fichier électoral après la réalisation par la CENI des opérations d'enrôlement des électeurs, de centralisation et consolidation des données au niveau national. La classe politique souhaite s'assurer que tous les Burkinabés inscrits sur le fichier le sont une seule fois et ne voteront qu'une seule fois. Les résultats de l'audit seront remis à la CENI avant le 21 octobre 2020. En marge de l'élection présidentielle, la commission de validation mise en place à l'issue de la réception des dossiers de candidature a retenu 14 candidats sur les 23 prétendants. Il revient désormais au Conseil constitutionnel de statuer sur la liste définitive des candidats qui se battront pour la magistrature suprême. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a lancé un appel à manifester ce mercredi 14 octobre pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale. L'ex-candidat qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle de décembre 2018 a indiqué sur son compte Twitter que l'objectif de cette marche prévue ce jour à Kinshasa
est de dire non à ceux qui convoitent les terres et les richesses de la RDC. Martin Fayulu s'exprimait ainsi sur l'affaire d'une commune du Sud Kivu, Minembwe, dont l'édile et une grande partie des habitants sont issus de la communauté des Baya Mulenge, des Congolais Tutsi aux lointaines origines rwandaises. La décision d'ériger ce groupement en commune a suscité un vif débat et ravivé les sentiments anti-rwandais au Congo. Le président Félix Tshisekedi a décidé d'annuler cette décision et d'installer une commission d'experts pour redéfinir les limites de la commune de Minembwe située sur les hauts plateaux de Fizi. Direction Kenya, les élèves ont renoué avec les bancs des écoles. Dans la capitale Nairobi, les enfants en uniforme appliquent scrupuleusement les gestes barrières, prise de température, lavage des mains et port du masque. La réouverture des écoles dans le pays intervient alors que le nombre de cas de Covid-19 répertoriés est en baisse. Depuis le début de la pandémie, 777 personnes sont mortes de coronavirus au Kenya. Fin août, le gouvernement avait annoncé une année blanche instaurée pour protéger élèves et enseignants du coronavirus, obligeant ainsi les 18 millions d'élèves de la maternelle au lycée à redoubler. Un détour en Tanzanie avant de refermer cette édition. La célèbre montagne du Kilimandjaro est en feu depuis dimanche. Dans un communiqué, l'autorité des parcs nationaux de Tanzanie a indiqué que l'incendie serait parti d'un refuge pour touristes de la région de Wona, rajoutant que les zones affectées sont situées entre Mandara Route à 2700 mètres d'altitude et Oromobo Route à 3700 mètres. Avec 5891 mètres d'altitude, le mont Kilimandjaro est la plus grande montagne d'Afrique. Il abrite le plus haut sommet du continent, Pic Uhuru, et c'est l'un des principaux joyaux touristiques de la Tanzanie et du continent africain. On estime qu'au moins 50 000 touristes l'escaladent chaque année. Les autorités de Dodoma ont déjà mobilisé des centaines de pompiers et de soldats pour vaincre les flammes. Pour l'instant, la forêt tropicale ne semble pas touchée et les autorités tanzaniennes ne déplorent aucun mort ni de blessés. C'était l'essentiel des Échos de l'Afrique. Ne décrochez pas, passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.